Je m'appelle Justine, j'ai 27 ans et j'ai une petite fille de 6 ans qui s'appelle Stella. J'ai rencontré Julien, mon mari, lorsque j'avais 14 ans. C'est mon premier amour, je suis son premier amour aussi. J'ai toujours dit que je serais une maman jeune. Donc j'avais entre 19 et 20 ans, j'étais à l'école infirmière en région parisienne, et moi j'ai grandi en région parisienne. Et puis plusieurs choses de ma vie privée, professionnelle, enfin scolaire, ont fait que j'ai décidé d'arrêter cette école d'infirmière. Donc, du coup, j'ai eu un diplôme d'aide-soignant suite à cette première année de validée. Donc ça m'assurait quand même un diplôme et du boulot derrière. Mais mon objectif, c'était de travailler avec les bébés. J'ai tout quitté, donc je vais m'installer sur Marseille, sachant que je n'ai pas l'attache familiale à Marseille. J'en ai dans le sud, mais pas à Marseille. J'arrive en été 2014 et très vite, je parle à Julien de mon désir de grossesse, de mon désir de bébé, de mon désir de fonder une famille avec lui. Il me dit que oui, lui aussi il en a envie. Donc je jette ma pilule et voilà, on commence les essais. On met 3 mois voilà, pour que je tombe enceinte. Je fais mon test, je suis contente, je lui annonce le soir même que je suis enceinte. Dès que j'apprends que je suis enceinte, le lendemain, je suis très malade, je vomis, et ce pendant bien 4 mois. On attend les 3 mois en fait réglementaires pour l'annoncer à nos proches. Euh, Quelques-uns le prennent positivement et d'autres, voilà, l'annonce a été un peu plus compliquée. Des personnes avec qui on est très proches. Mes parents sont divorcés, les parents de Julien aussi, pour un peu contextualiser la situation. En premier lieu, je crois que j'appelle mon père. Mon père avec qui à ce moment-là, du coup, je ne suis pas très proche suite au divorce de mes parents. Je ne suis pas très proche à ce moment-là de mon père. Je l'appelle et à ma surprise, il est super ému, super heureux, voilà, donc trop contente. Ensuite, j'appelle ma mère et voilà, sa réaction, c'est rien. Elle me dit rien, il y a un silence. Je suis gênée, je me dis qu'elle le prend mal, que c'est négatif, et puis on raccroche. Après, je reçois un SMS de mon père me disant que ma mère est entourée de mes grands-parents et que voilà, qu'elle pouvait pas s'exclamer tant que je l'avais pas annoncé à mes grands-parents, mais qu'elle était super heureuse. Donc, ouf, ma mère est super heureuse, mon père est super heureux, c'est plus important. Donc, je décide du coup d'appeler mes grands-parents. Ils le prennent très mal. Ils me parlent d'inconscience, de jeune âge, voilà, que c'est n'importe quoi. La conversation est très très négative et en raccrochant, ben, je repleure un coup et je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Parce qu'à cette époque-là, j'avais besoin du regard des autres encore et de l'approbation des autres pour pouvoir avancer et pouvoir exister. Ensuite, j'appelle une autre personne avec qui je suis très proche. Je pensais que cette personne allait de suite être super heureuse et finalement elle m'apprend qu'elle au contraire, elle vit une perte à ce moment-là. Donc la conversation est très négative encore et, et j'ai de la peine pour elle et du coup j'ose plus exprimer mon bonheur. Du côté de mon mari, euh, la plupart l'ont bien pris, à part sa maman. J'en ai voulu à mon mari parce que il est allé faire l'annonce tout seul à sa maman. Mais j'ai compris après que c'était dans l'unique but de me protéger. Voilà. Parce que je venais d'essuyer plein de remarques négatives suite à notre annonce. Et qu'il savait pertinemment que celle-ci allait être encore plus négative. Il a eu raison. Elle l'a très mal pris. Euh, voilà. Pour elle, c'était de l'inconscience aussi, alors que Julien avait une bonne situation en CDI,
appart avec moi. Moi j'ai un diplôme à ce moment-là, je travaille en tant qu'animatrice. Voilà, on n'est pas perdu, on n'a pas une situation catastrophique, on s'en sort quoi, largement. Et s'ensuit à peu près 9 mois de presque un silence de sa part par rapport à cette grossesse. Donc déjà, ces annonces étaient compliquées. J'ai eu plus de négatifs que de positifs. Évidemment, le négatif l'a emporté en fait. Et dans ma tête, dans mon cœur, c'est devenu négatif et il a fallu que je combattre tout ça toute seule pour me dire non mais Justine, tu l'as choisi, c'est toi qui l'as voulu cette grossesse et c'est miraculeux donc ne te laisse pas manger par tout ça. Donc sur Marseille en fait j'étais seule, j'ai pas de famille sur Marseille, j'ai personne à ce moment-là. Donc se retrouver seule loin de ses repères, seule physiquement et psychiquement, c'est beaucoup plus dur que ce que j'avais pensé. Je pensais que à ce moment-là que je serais forte et que Julien me suffirait. Alors oui, en amour, évidemment, il me suffit, mais j'avais pas de vie sociale à côté en fait. Et c'était très très dur. En plus, comme j'avais 20 ans, euh, ben, j'avais pas de copine enceinte. Donc, je pouvais pas me confier finalement à mes amis euh, parce que je me disais qu'elles pourraient pas comprendre ce que je vivais. Et, et voilà, je pouvais pas partager ça en fait. Donc, lourd. C'était lourd. Mais j'ai essayé de garder voilà, le sourire, le positif pendant toute ma grossesse. D'ailleurs, je pense pas que beaucoup aient vu que j'étais pas bien. Euh, voilà. Donc cette grossesse passe. Mon second trimestre s'est très bien passé parce que je n'avais plus de nausées, plus de vomissements. Donc j'ai pu prendre le train, rejoindre mes amis sur Paris, faire plein de petits voyages. Passer l'été avec ma famille, etc. Voilà, j'étais bien. En fin de grossesse, oui, c'est bien passé aussi. J'ai eu quelques complications, mais rien de fou. Et voilà, au niveau de ma grossesse, elle s'est bien passée. J'ai toujours été émerveillée par le fait que mon corps était capable, mon corps de 20 ans, était capable de créer la vie. Euh, voilà, c'est fou. Et j'en reviens toujours pas que j'ai créé cette petite fille de 6 ans maintenant déjà. Voilà, donc le jour de la naissance de Stella, j'arrive, on fait le test, etc. La sage-femme annonce que j'ai fissuré la poche des os. Et donc d'ici 48 heures maximum, j'aurai ma fille dans mes bras. Là, tout plein d'émotions se succèdent dans ma tête et je me dis waouh, je vais devenir maman. On rigole avec mon mari. À ce moment-là, on est mariés parce que oui, je me suis mariée civilement enceinte. Euh, donc à ce moment-là, voilà, on rigole et ça. Les contractions commencent à arriver, donc je ne rigole plus trop. Je prends la péridurale, voilà, au bout de quelques heures de contraction parce que ça devient insoutenable pour moi. D'autant plus que j'ai une déchirure du cou musculaire et j'arrive pas à prendre quelconque position pour me soulager, aucune. Je peux pas m'asseoir, je peux pas me mettre sur le côté, je peux rien faire. J'ai trop mal à la jambe. Euh, donc je prends la péridurale. La péridurale m'aide bien puisqu'elle m'aide à dormir pendant pas mal d'heures. Et ensuite, voilà, je me fais ausculter plusieurs fois et vers midi, la sage-femme vient me voir et me dit bon bah voilà, ça y est,
on va commencer à pousser, à s'installer. Donc je pousse. C'est très long. Ma fille est un peu coincée, donc du coup ça prend beaucoup de temps. Et puis sur la dernière poussée, voilà, j'arrive à la sortir. On me la pose sur moi. Et là, rien. Euh, tout ce qu'on m'a toujours dit, tout ce que j'ai toujours lu, entendu, sur le fait que c'était magique, que on ne ressent plus jamais ces sentiments-là, ben j'ai rien ressenti. D'autant plus que la péridurale, en fait, était bien dosée et j'ai absolument pas senti ma fille sortir, en fait. Donc j'ai pas compris. Dans ma tête, c'était un bébé qui était sur moi, mais c'était pas mon bébé, en fait. C'était pas ma fille. Euh, J'étais contente, mais je la reconnaissais pas. Euh, bon, ça, je l'ai pas montré, c'était inconscient et je l'ai compris plus tard. Mais c'est quand même un moment très important que j'ai compris plus tard, quoi. Je monte dans ma chambre. euh, alors là, je suis très contente parce qu'il y a ma famille, ma meilleure amie, voilà, il y a 13 personnes dans ma chambre quand même. Donc je suis contente, je suis fière en fait. Je suis fière de leur présenter ma fille, qu'ils soient là pour moi, pour ma fille. Je suis couverte de cadeaux, ma fille aussi. Et en fait, ça fait à peine 2 heures que ma fille est née et elle passe de bras en bras euh, pour des photos. Et en fait, inconsciemment, je le vis mal. Euh, c'est pas de leur faute parce que eux, ils sont heureux et je leur en veux pas. Mais j'ai eu l'impression que le fait de ne pas pouvoir être avec ma fille, avec laquelle en plus je n'ai pas eu ce lien si fort à la naissance, ça a rompu quelque chose. Je me suis sentie dépossédée en fait de mon corps déjà juste avant et dépossédée de mon rôle en fait de maman en ne l'ayant pas sur moi continuellement. C'était compliqué. Je remercierai toujours l'auxiliaire de puériculture à la maternité au moment des bains. J'avais tellement pas ce lien, pourtant ma fille, je le disais que je l'aimais, que je la surveillais tout le temps, enfin voilà, je la regardais respirer, voilà, j'y tenais quoi à ma fille. Mais j'avais peur de mes gestes, je pense comme beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes mamans. Et le bain pour moi ça me faisait très peur. Et j'avais peur de mes gestes. Donc le jour où il a fallu lui faire son premier bain, je voulais pas, je voulais absolument pas. Et j'ai dit de suite, non, non, mais c'est le papa qui va le faire. Donc l'auxiliaire de puriculture m'a dit, ah non, non, mais vous allez le faire hein, aussi, c'est important que vous le fassiez. Et elle a insisté, et heureusement, parce que sinon je pense que je ne l'aurais jamais fait. Et j'aurais pas eu confiance en moi. Elle ne l'a pas fait à ma place, donc ça c'était super. Je l'ai fait toute seule, mais elle était là à côté. Et c'était rassurant. Euh, donc j'ai fait ce bain, et puis j'ai pris confiance en moi vis-à-vis de mes gestes. On sort de la maternité, tout content, on arrive chez nous, dans notre petit 32 mètres carrés. Et voilà, on est super content, on est fatigué, des nouveaux repères à prendre avec notre petite fille, des visites de la famille les premières semaines, et puis d'un seul coup, ben, plus personne. Mon mari reprend le travail, je suis toute seule à la maison, Euh, je suis très fatiguée, elle pleure beaucoup, euh, elle pleure beaucoup la nuit. Je vis très mal cette période-là. Et puis je me sens seule, je suis seule. Euh, Quand bien mon mari m'aide énormément lorsqu'il est là, la nuit il m'aide, voilà, je ne l'allaite pas ma fille, je lui donne le biberon parce que j'ai pas été informée, assez informée sur l'allaitement en fait. C'était pas un choix éclairé finalement de choisir le biberon pour ma part.
Donc le biberon en plus ça demande de la préparation, etc. Donc il faut se lever. Donc, mon mari quand même est très sympa. Il travaille la journée mais il fait pas mal de choses la nuit pour m'aider, les biberons, les couches. Mais voilà, c'est compliqué. Euh, je dors plus, en plus plus du tout parce que je la regarde respirer. J'ai peur qu'elle meure en fait. J'ai peur qu'elle ne respire plus. Et ça dure longtemps. Ça dure quelques mois, cette peur-là. Et même plus. Euh, à mon dernier rendez-vous avec la sage-femme de la clinique où j'ai accouché, quand elle me demande comment je vais, j'essaye de lui faire comprendre que ça va pas. À ce moment-là, je suis consciente que ça va pas. Que je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment exactement à ce moment-là, mais je me sens pas dans mon état normal. Et en fait, je pense qu'elle a pas compris mon message. Du coup, voilà, je sors de ce rendez-vous et j'ai l'impression de ne pas avoir été aidée. En plus, par rapport à ça, je reçois un courrier de la PMI me disant que une infirmière puéricultrice viendra à mon domicile pour faire une visite postpartum à un jour et une heure précise, donc il faut que je sois chez moi avec mon enfant. J'attends, je suis contente parce que je vais enfin avoir quelqu'un, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je vais pouvoir avoir une personne à qui je pourrais poser des questions, voilà, et peut-être à qui me confier sur mon mal-être. Et en fait, cette personne ne se présente jamais. C'était un peu mon dernier espoir à ce moment-là. Elle se présente pas. Euh, bon, bah voilà, tant pis, cette personne ne vient pas. Et les semaines passent et ma fille pleure encore beaucoup. Je comprends plus tard que c'est parce que je vais pas bien et qu'elle le ressent. Euh, alors c'est tabou pour beaucoup, mais il m'arrive de beaucoup de fois de me dire voilà, j'en peux plus, euh, je vais finir par l'étouffer, j'en peux plus de l'entendre en fait. Alors heureusement, j'avais entendu dire voilà que bon, laisser pleurer un enfant c'était pas très bien, mais que d'un autre côté, fallait mieux à un moment donné fermer la porte et laisser pleurer quand ça n'allait pas. Donc c'est ce que je faisais. Quand j'en pouvais plus, je la mettais dans son lit à barreaux et où elle était pratiquement d'ailleurs jamais puisqu'elle a dormi dans ma chambre pendant au moins un an. Je fermais sa porte et j'allais à l'autre bout de l'appartement. Mais je suis pas bien. Et puis je me dis, est-ce que c'est pas normal de penser, d'avoir envie de faire du mal à mon enfant? C'est pas normal de penser comme ça. Donc je m'en veux, je culpabilise et je pleure encore plus. Je me sens mauvaise, je me sens nulle. Pour moi, je suis une mauvaise mère. Mais je sais pas qui me confier, je sais pas, j'ai peur qu'on me juge et qu'on me dise je te l'avais dit, t'es trop jeune. Voilà, je pensais ça. Euh, Ensuite, voilà, se passe presque un an. Entre-temps, je réussis à rentrer à l'école d'auxiliaire de puriculture. Je fais ma rentrée, Stella est chez une nounou et voilà, c'est très compliqué parce que bah, voilà, je suis en stage avec des bébés ou avec des enfants en crèche. Je le vis très mal parce que ben, je me dis, je fais garder ma fille et moi je garde des enfants des autres. C'est bizarre. Euh, mais enfin, c'est comme ça, c'est le monde du travail, mais vous me direz, mais voilà, je le vivais très mal. Et puis voilà, j'avais un planning compliqué, je la voyais pas beaucoup, j'étais très fatiguée, j'en ai pas profité. Euh, Ensuite, j'ai commencé à travailler en maternité. J'avais un planning très aléatoire, je travaillais énormément de nuits, de jours, les week-ends, les jours fériés, etc. Euh, J'adorais ce que je faisais. Euh, donc j'essayais d'être bien dans mon travail, d'être une mère parfaite, euh, la bienveillance,
tout ça. Euh, mais voilà, j'essaie de me construire une image positive pour les autres, surtout. J'ai peur du regard des autres par rapport à mon rôle de maman. Je pleure souvent. À ce moment-là, je me sens seule, je suis fatiguée. Euh, je sors jamais. D'ailleurs, j'ai pas d'amis avec qui sortir à ce moment-là. Ouais, c'est compliqué. Ma fille qui est très moteur, casse-cou, commence à se mettre en danger tout le temps, quotidiennement. Voilà, elle a besoin de courir, de faire plein de choses, de traverser la route en courant. Voilà, c'est très compliqué. Je suis épuisée à ce moment-là. Euh, Elle est toujours dans l'affrontement, donc elle se met en danger constamment. J'ai l'impression que c'est elle le problème, qu'elle est très difficile, que j'ai aucune autorité en plus. Je me dis c'est elle qui a un problème, donc je m'interroge énormément. Je me dis ouais, elle a peut-être un problème, je sais pas, de comportement, j'en sais rien. Et c'est ma faute. Je suis trop jeune, encore une fois. Je culpabilise. Euh, Voilà, donc je comprends que quelque chose ne va pas. Donc je suis pas bien, je pleure toujours. Elle a 2 ans, c'est pas normal. Euh, je me dis, voilà, c'est pas normal. Je suis fatiguée, je suis épuisée, mais c'est pas normal. Donc je contacte une association qui me donne un contact d'une psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je prends rendez-vous avec cette dame qui, ma foi, me semble super gentille à travers des SMS. J'arrive au rendez-vous et en fait, j'envoie des textos, elle me répond pas et je comprends qu'elle m'a oubliée. Encore quelqu'un qui m'oublie. Euh, je suis très énervée parce que je me rattachais à elle en fait. Je me rattachais à ce rendez-vous pour survivre, tout simplement. Mais je laisse tomber. J'agis plus. Je me laisse emporter dans des idées noires. Mais je fais croire à tout le monde que je vais bien à ce moment-là et que je gère, que c'est compliqué mais je gère. Euh, et puis un jour, un jour banal, voilà, j'emmène mon chat en fait chez le vétérinaire et je suis obligée de prendre ma fille avec moi. J'aurais bien voulu qu'elle ne vienne pas, voilà, parce que c'était compliqué, l'animal, plus elle qui court partout. Je dois prendre le bus, etc. Et ça se passe pas bien. Elle écoute rien de ce que je lui dis. Euh, je suis épuisée. Et à un moment donné, elle joue sur une rue en fait qui est mi-piétonne, mi... Voilà, c'est pas une rue très fréquentée par les voitures. Et elle m'écoute pas, je lui demande à plusieurs reprises de rester sur le trottoir quand même, de rester à côté de moi, que j'en ai pour 1 minute parce que je devais refermer mon sac ou je ne sais plus quoi. Elle m'écoute pas. Euh, donc à ce moment-là, en fait, je dis une phrase très dure. Je lui dis, ben, t'as raison, euh, va sur la route. Au moins, je peux. Voilà, vas-y, cours, va sur la route. Moi aussi, je pourrais partir comme ça. Voilà. Et là, je pleure. Et j'appelle de suite mon mari parce que ça va pas. Je lui explique que ça va pas du tout. Euh, je lui dis, viens nous chercher, ça va pas, je vais faire une bêtise, viens m'aider. Donc il comprend ma détresse et il arrive de suite en voiture. Il comprend que je suis à bout, alors voilà, il s'occupe de moi, il prend soin de moi, il s'occupe de ma fille, enfin de notre fille. Il me dit de me reposer. Euh, voilà, je culpabilise des mots très difficiles que j'ai dit à ma fille. Et voilà, le lendemain, je sors. Et en passant devant une porte, je vois qu'en bas de chez moi, enfin pas loin de chez moi, il y a une psychologue
hypnothérapeute. Je la contacte par hasard. Je me dis peut-être qu'elle sera là. Je prends un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, je lui explique ce qui se passe à ce moment-là. Et il a fallu en fait que 2 séances avec elle. Donc elle m'a fait une hypnose pour qu'elle me dise des mots très importants. Vous êtes en dépression postpartum, Justine. Ça fait presque 3 ans que vous vivez avec cette dépression. Cette phrase m'a marquée. Je me suis aperçue, oui, à ce moment-là, qu'effectivement, c'était une dépression. Mais pourquoi moi? C'est pas possible. Et puis là, je culpabilise. Je me dis, mais j'en ai voulu à ma fille. J'ai cru que c'était ma fille le problème. Et en fait, c'est moi. Enfin, c'est pas moi le problème, mais c'est moi qui ne vais pas bien. Et c'est elle qui a empathie pendant presque 3 ans de cette dépression. Donc avec l'hypnose, j'arrive à atteindre des pensées qui m'hantaient, et j'arrive à soigner cette dépression petit à petit. Et puis j'ai décidé d'arrêter les séances. J'avais plus envie de parler. Je préférais passer plus de temps avec moi-même, bizarrement, et m'offrir le coiffeur, une gourmandise à grignoter, les petits plaisirs de la vie que j'avais laissé tomber. En fait, je suis vraiment devenue maman le jour où j'ai compris que j'étais dépressive. C'est très compliqué. J'ai pas tout raconté les détails dans ce témoignage, mais je trouve que c'est important. Voilà, j'avais envie de l'exprimer et c'est difficile quand même aujourd'hui de parler de dépression postpartum encore, parce qu'on attend des mamans qu'elles soient parfaites, on leur demande beaucoup, la société leur demande énormément d'être suffisamment bonne professionnellement, suffisamment bonne mère, suffisamment bonne femme. On demande beaucoup de choses aux femmes. Et on leur explique pas que la vie, c'est pas un film. Et que tout n'est pas inné dans la naissance, dans la maternité. Ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Et suite à ça, voilà, j'ai compris énormément de choses sur moi, sur mes proches, sur ma fille. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour déculpabiliser de ces 3 années où en fait, j'ai pas profité de ma fille. Et beaucoup me disent que je répète trop souvent dans la journée à ma fille que je l'aime. Et je pense que c'est ma manière à moi, en fait, de me faire pardonner à son égard de ces 3 ans où c'était compliqué pour nous deux. Notre relation, en fait, a mis du temps à se mettre en route, à se mettre en place, et qu'il y a quand même toujours au moins une personne qui peut nous aider. Et c'est pas de notre faute, faut pas que ce soit tabou la dépression postpartum. Ça touche trop de personnes et on n'en parle pas assez. Voilà, prenez soin de vous.